Thank, Thanks a lot, Philippe. I find really fascinating this idea of new geographical objects. At the same time, the idea that the real change can be brought about by spiritual persons rather than the idea of being capable of engineering new cities. So we will have, I hope we will have time to elaborate a little bit at the end of the panel. Now the floor goes to Joe Spiegel, who is the mayor of Gixheim, France. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous. Quelques mots pour me présenter. Je suis Joe Spiegel, maire d'une commune de 13 000 habitants, Kingersheim, en Alsace, en France. J'ai exercé des responsabilités régionales, départementales, mais les deux responsabilités qui correspondent mieux aux questions qu'on se pose ce matin, c'est la ville et l'agglomération. J'étais longtemps président de l'agglomération qui réunit 39 communes et je suis toujours en charge de la transition écologique au niveau de l'agglomération. On nous pose la question de la signification profonde et mystérieuse de la ville. Eh bien, avec le recul et au plus profond de mon regard, j'interroge le sens. Et ces 30 années d'aller-retour entre la pensée et l'action, mais aussi entre le silence et l'engagement. Et du coup, je retiens de la ville qu'elle est bien plus qu'une histoire, bien plus qu'une géographie, bien plus qu'une stratégie politique. Elle est d'abord une communauté humaine. Et à ce titre, elle est pour moi, après ces 30 années d'engagement, un espace de transformation collective et personnelle. Elle est riche d'un potentiel démocratique et elle est riche de ressources spirituelles. La ville est riche de vie, de dialogue, de silence. Elle est d'abord un espace de transformation. Je crois en effet que la ville, avec l'agglomération, constitue une plaque pivot entre ce qui est personnel et ce qui est collectif, entre le local et le global, entre le civique et le politique. Vous voyez bien là un peu les conceptions d'Emmanuel Mounier et d'autres. C'est là, me semble-t-il, dans le concret de la vie de tous les jours, que se font les interactions, que se jouent les transitions et que se réalisent les transformations essentielles. En d'autres termes, l'horizon d'une ville, c'est de co-construire plus d'humanité. Et quand on a cette conception de la ville, alors la démocratie qui fait grandir est une démocratie de fraternité. Et pour moi, la démocratie de fraternité est une démocratie construction. C'est plus fort qu'une démocratie de participation. Cette démocratie construction, pour moi, elle est profondément exigeante. Ça va à l'encontre du populisme, de la démagogie, des extrémismes. D'abord, la démocratie construction, elle doit être interactive. C'est d'organiser des rendez-vous réguliers, construits entre représentants et représentés. J'ai entendu il y a quelques instants que la crise démocratique est d'abord une crise de la représentation. Comment réduire le fossé? Elle doit aussi, cette démocratie construction, avoir le courage de la lenteur. Je plaide pour la slow démocratie, c'est-à-dire la capacité d'appréhender la complexité dont parle le philosophe Edgar Morin, mais aussi d'assumer l'altérité. Quand je viens dans le débat public, ce n'est pas pour ma pomme, c'est pour le bien commun, c'est pour les habitants, c'est pour le territoire. Enfin, cette démocratie construction, pour moi, et le mot pour moi est fondamental, elle est édifiante. C'est-à-dire qu'elle doit favoriser tout le temps les transitions importantes entre le je et le nous, entre son cas particulier et l'intérêt général, entre le discours de l'immédiat et la parole du temps long. Et donc, pour grandir en fraternité, il nous faut mobiliser à la fois les capacités démocratiques
largement inutilisée. Je dis souvent que nous sommes à bien des égards des analphabètes de la démocratie et mobiliser en même temps toutes les ressources spirituelles latentes. Je dis souvent, nous sommes à bien des égards des amputés du sens. Et je pense que toutes les idéologies ont échoué d'avoir oublié cette question du sens. Quelles sont les valeurs? Quelle est la direction? Quelle est la signification? D'avoir oublié la question de l'intériorité. Savoir se poser, savoir faire silence, savoir faire révision de vie. Celle aussi du grandissement personnel. Jamais on en parle dans l'espace politique. Mais aussi celle du refus absolu de ce qui est inhumain. Et donc, que retenir de ce regard sur le mystère de la ville? D'abord, que ce qui est invisible est aussi essentiel que ce qui est matériel. Et je le dis ici, les équipements, les espaces, les services publics que nous avons créés n'ont de sens que par rapport au fait qu'ils sont au service de l'humain. Deuxièmement, il n'y a pas de transition durable sans les transformations collectives, mais aussi les transformations personnelles. Il nous faut, à cet égard, revisiter à la fois la question de la responsabilité et la question de la personne, au sens d'Emmanuel Mounier. Toute personne est singulière, est unique. Et toute personne a vocation à être unifiée en elle-même, unifiée avec les autres et unifiée avec ceux qui la dépassent. Troisièmement, la démocratie est davantage un cheminement qu'un seul avis. Et que pour construire du commun, il nous faut solliciter le meilleur de nous-mêmes. C'est évidemment un discours totalement opposé à ce qu'on entend dans les plages populistes. Quatrièmement, la fraternité, eh bien, elle ne se délègue pas, elle ne se décrète pas, elle est potentiellement en nous, elle est potentiellement entre nous, elle est potentiellement parmi nous, et donc, elle doit se construire, elle s'éprouve précisément par la démocratie au sens où l'entendait Hannah Arendt, vous en avez parlé il y a quelques instants, et pour Hannah Arendt, la démocratie, c'est organiser l'espace qui existe entre les gens. C'est donc chacun de nous, partout et tous les jours. C'est la construction du vivre ensemble. Cinquièmement, la fraternité, pour moi, elle sera horizontale et elle sera verticale. Elle sera pour les générations d'aujourd'hui, mais aussi pour celles de demain. Et dans l'esprit de Laudato Si, les enfants à naître sont d'ores et déjà aujourd'hui nos frères en humanité. C'est ce qu'on appelle la fraternité universelle. Il n'y a donc pas de contradiction entre les cris d'urgence sociale émis par les Gilets jaunes en France, dans les ronds-points de France, et les cris d'urgence écologique exprimés par les marcheurs pour le climat, parmi lesquels je me retrouve. Eh bien, c'est dans cet état d'esprit que j'ai l'honneur, le bonheur aussi, de porter depuis 2006 un plan climat territorial à l'échelle de l'agglomération mulhousienne, avec comme colonne vertébrale la mobilisation de toutes les énergies, de toutes les ressources de sens, d'intelligence, d'expertise et notamment citoyenne. À la clé, je peux le dire avec quelques fierté, mais en même temps beaucoup d'angoisse pour l'avenir, à la clé, une diminution de 43% de production de gaz à effet de serre. Je suis heureux de témoigner, de dire que dans notre région, nous sommes dans la temporalité des accords de Kyoto et du facteur 4. Et c'est dans cet état d'esprit que nous avons construit depuis 20 ans, dans ma commune, un écosystème démocratique avec la volonté d'épanouir les 3 fonctions essentielles de la démocratie. Celle du débat, celle de l'élaboration collective, c'est la plus difficile, et celle de l'engagement. Pour cela, nous avons édifié un lieu dédié aux pratiques démocratiques. Il s'agit de la maison de la citoyenneté. Nous sommes habités par un état d'esprit, celui des états généraux permanents de la démocratie. Enfin, nous avons, avec les conseils participatifs, initié des parcours de co-construction décisifs. Revenons sur ces 3 points. La maison de la citoyenneté. Je dis souvent qu'elle est à la démocratie ce que la forge est au forgeron. Il n'y a pas de démocratie sans pratique. Elle est à la maison
des citoyens autant que celle des élus. Elle est l'espace de concertation autant que de décision. Et j'aimerais vous dire que les trois espaces qui la composent symbolisent les trois cultures qui s'ignorent et que nous voulons précisément fertiliser pour construire des compromis dynamiques qui n'ont rien à voir avec le consensus mou élaboré dans l'entre-soi de quelques élus. Ces trois cultures sont les suivantes. La culture de la résistance, avec le parvis Jean Moulin, qui est un grand résistant, tué par les nazis en 1944. La culture de l'utopie, avec la salle Jean Jaurès, qui est un grand politique français. Et puis la culture de la régulation, avec l'Agora, Pierre Mendès France, qui représente beaucoup dans notre pays l'élu de l'éthique de l'action publique. Eh bien, avec la Maison de la citoyenneté, nous portons en elle la résistance à toutes les formes de repli, l'utopie d'une ville fraternelle et la régulation par l'engagement individuel et collectif. Deuxième élément, l'état d'esprit, c'est celui des états généraux permanents de la démocratie. Ils ont été lancés en 2004. Ils disent au fond que la démocratie n'est pas au sens du verbe être, mais qu'elle naît au sens de la naissance. Ils offrent à tout citoyen d'être copropriétaire de l'intérêt général et coproducteur de la décision publique dans une ville qui se veut être un espace de co-responsabilité. Ils prônent qu'aucun projet mis en agenda par la municipalité ou par les habitants sous forme d'interpellation ou de pétition ne peut faire l'économie d'une séquence démocratique. Il y a un projet, il y a une séquence démocratique. Chaque séquence doit épanouir la plénitude de ce que j'appelle la grammaire démocratique. Toute grammaire démocratique doit être habitée par la capacité de se mettre à l'écoute, de donner du sens, de susciter le débat, de co-construire, de décider et de s'engager. Enfin, chaque séquence doit avoir un impact réel sur la décision prise par le conseil municipal. Rien ne doit opposer la phase décisive de concertation et la phase décisionnaire qui appartient aux élus. Rien n'oppose, en ce qui me concerne, la démocratie de représentation et la démocratie de participation, sauf que la démocratie de représentation va retrouver du sens et va être réenchantée par la démocratie de participation. Il faut arrêter de considérer les gens juste le temps des élections pour les élections et les oublier comme citoyens dans l'intervalle des élections. Nous avons initié, c'est le dernier élément, un outil de participation démocratique qui s'appelle les conseils participatifs. Leur composition est très importante, ça rejoint ce qui vient d'être dit par Philippe. Elle doit être plurielle. Les conseils participatifs mettent en relation habitants, élus, majoritaires et minoritaires, c'est le respect de chaque élu, experts, organisations. Il faut sortir du cloisonnement et de la démarche en silo. Et cette démarche que nous revendiquons dans notre commune, c'est une démarche qui se veut être de plein pied dans la sobriété des relations humaines. Et le temps qu'il faut, la démocratie lente. Sa philosophie, ce n'est pas l'affrontement systématique, stérile, qu'on voit trop souvent dans l'espace politique, c'est la volonté de fertiliser les points de vue différents. Ça nécessite la capacité de mettre sur la table des désaccords pour construire des accords. 40 conseils participatifs se sont réunis en 10 ans pour 40 projets différents. Et parmi ces projets, la révision du plan local d'urbanisme, la création du parc des Gravières sur 8 hectares au cœur de la ville, l'aménagement du temps de l'enfant, la création d'un lieu de culte musulman à l'initiative d'une association. Et au fur et à mesure, nous avons pointé les leviers de réussite. Comment réussir ces conseils participatifs? D'abord, il faut toujours la base démocratique la plus large possible. Il faut oublier personne. Il faut le souci de la représentativité. Et donc souvent, je fais recours au tirage au sort. Troisièmement, l'animation doit être faite par ce que j'appelle des ingénieurs du débat public. Nous avons des ingénieurs pour tous les domaines de la vie, sauf lorsqu'il s'agit de susciter de l'intelligence collective. C'est aussi la formation au préalable, au départ d'une séquence,
pour avoir le même sens des mots, le même niveau de compréhension, c'est le retour à l'éducation populaire. C'est la clarté du périmètre démocratique. C'est l'honneur du politique de dire quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et c'est enfin la restitution régulière des travaux des conseils participatifs à tous les habitants de la ville. Je vais conclure par ceci. Je veux dire que si la ville est un espace de transformation, si la démocratie a vocation à être fraternelle, si pour grandir en fraternité, il nous faut fertiliser démocratie et spiritualité, alors le rôle de l'élu va profondément changer. Il aura fait un travail sur lui-même d'abord pour investir un nouveau rapport au pouvoir, c'est-à-dire un rapport humble au pouvoir. Avant d'afficher une sensibilité politique, son devoir, me semble-t-il, est toujours de tirer vers l'avant et de tirer vers le haut. Il ne sera pas seulement décideur, mais aussi animateur du processus de décision. Il ne sera pas seulement fournisseur de services, mais aussi catalyseur de citoyenneté active. Il sera à la démocratie ce que Maria Montessori aura été à la pédagogie active. Il sera acteur de la plus essentielle des transitions territoriales, celle qui revendique la haute qualité démocratique, là où il s'agit de relier le dedans et le dehors, le haut et le bas, le vieux et le neuf, le je et le nous. Là où dans la ville, tout est lié, tout est donné, tout est fragile, tout est politique, elle est là, la conception humble et modeste d'une démocratie de fraternité au service d'une ville plus humaine. Merci de m'avoir écouté. Thank you. Thank you. Thank you, Joe. I like very much this idea of democracy of fraternity in terms of a democracy that builds. And it is much more, builds relations. It's much more than just connection among the different citizens. Today, we hear a lot the fact that the city are networks of relations, even transnational networks. But what we miss in this networking is the depth of this relation between the inhabitants of the city. And the quality of this link, of this connection in terms of fraternity makes the city a real community. And also, if you allow me, I like very much the fact that you mentioned Emmanuel Mounier. This brings me back to my university studies because I wrote my thesis on Emmanuel Mounier. So, so I find it is a very good coincidence today, and I like very much your quotation of Emmanuel Mounier, maybe an author that has been a little bit forgotten in contemporary thinking, but who is absolutely essential for understanding the contemporary political philosophy. Okay, thank you very much. Now, we switch to our friend Sung Kon Kim, former Secretary General, Korean National Assembly. Thank you. Thank you. For me, standing presentation is much better for my backbone. Okay. Well, when I was requested by the presidents, Letias, to speak on these topics, I was very reluctant because I never thought about the mysterious meaning of a city, the soul of a capital of Korea. But now I realize the mysterious truth that it is not constructed, but the mind of human beings, philosophy, that create the city. Okay? My presentation consists of 3 sections. 1, 2, 3. Okay, first one, Feng Shui and the soul, the city united with the nature. Okay. Yeah, few people know the location of Seoul, Korea.
was determined by the phase in Feng Shui, the kind of Taoism. A few years ago, the city of Seoul celebrated its 600th anniversary since its foundation. Lee Seung-ge, the king, founded a new dynasty, Joseon, after he destroyed Koryo dynasty in 1392. This is the modern Seoul, and this is the old map of Joseon dynasty. He set up a new capital, Hanyang, the old name of Seoul, at which Seoul is located today. It was Muhak, the great monk, as royal advisor, who recommended this location based on the Taoist theory, Feng Shui. In Korea, there is a long tradition of determining the location of the palace, house, and grave by the theory of Feng Shui. According to this theory, the destiny of an individual, the human being, depends on its geometric locations. Generally speaking, the best spot is the one facing the south, with a mountain at its back and a river at its front. The present location of the Blue House, the House of the Presidents of Korea, fulfill this condition. You know, the big mountain in the back of the Blue House. Of course, a south-facing house can enjoy more sunshine, and it is good for our health, but some of Feng Shui theory seems to be superstitious. Nevertheless, the Taoist faith that the happiness of a human being depends on the unity with the nature is very meaningful to the people today, destroying environment, forgetting the importance of unity with nature. Second, the Confucian value dominate the architecture of Seoul and the life of Korean. On the other hand, it is Confucianism that influenced the architecture of old city and the life of people. Confucianism taught that human beings should live in accord with the way of heaven, Tao, and they emphasized the ethics of a family and state in particular. The kings of Joseon dynasty revered Confucianism for 5 centuries, while suppressing Buddhism, claiming that the Buddhism is immoral teachings that destroy the ethics of family and state, and fundamentals of Confucianism. The 4 gates of Seoul symbolize the virtue of Confucianism. East gate means benevolence, the west gate means righteousness, the south gate means propriety, the north gate means wisdom. Jongmyo, the royal ancestor shrines in Seoul, epitomize the Confucian value of architecture, ancestor worships. For ordinary people in Joseon dynasty, Chunghyo, the filial piety, was stressed as a basic ethics of everyday life. This ancestor rite, Jaesa, is a religious ceremony of offering prayer and food to the ancestors at every feast seasons. 2 centuries ago, when Roman Catholicism was first propagated in Korea, the early Catholics were severely persecuted for refusing to keep ancestor rite, which was regarded as idol worship by the Roman Catholic. Those Catholic was condemned as a traitor, destroying the fundamental of Joseon dynasty. Today, one of the greatest concerns of Korean is the education of their children, which is legacy of Confucianism. Joseon dynasty founded in Seoul a national university, Sungkyunkwan, and local schools called Hyangyo. At these places, students studied Confucianism,
prepared for the state examination, and performed the ancestral rite. The ultimate purpose of the Confucian education is to foster, to make a man with great virtues, we may call saint. However, the purpose of a modern education in Korea is to enjoy good life with honor and money. In Korea, the first gate to be a good life is to enter so-called top university, we call Sky University. And it is very competitive to enter these universities. Most of top colleges are located in Seoul, and most prestigious high schools are located in Gangnam District in Seoul, accidentally my constituency. The first reason the house in this area is the most expensive in Korea is because many prestigious high schools are located in this area. I cannot buy a house in this district, even though I'm the politician representing this district. Today, the influence of Confucianism in Korea has rapidly decreased due to westernization and secularizations. Now, it is capitalistic ideology that rules South Korea today. To achieve materialistic happiness, more and more people flock into the city of Seoul and metropolitan area. Now, almost half of the Korean population lives in Seoul and neighboring towns, which made Seoul a huge monster suffering from various social problems. Number 3, the role of MPPU Korea is the reconciliation of the right and left and north and south. In 1910, Korea became a colony of Japan and liberated from Japan after she lost World War II. Then Korea was divided into South and North and ruled by US and Soviet Army respectively. In 1950, the Korean War broke out between communism and capitalism. Since then, the two Koreas became more hostile to each other, and their military confrontation has continued up to today. In the mind of Koreans, two opposite voices are mixed. The one voice is the voice of brotherly love, claiming that North and South Korea should be one country. And the other voice is the one of hatred as the enemy of the unfinished Korean War. Similarly, in the South Korea, we see a long-standing political conflict between the right and left and the conservative and progressive groups. It's a shame to say this. This is pictures in the Parliament of Korea. The former emphasized the policy of pro-business market economy and the value of freedom, while the latter emphasized the policy of a pro-labor union and planned economy and the value of equalities. Traditionally, the conservative group pursue anti-North Korea, anti-communist, and pro-American policies, while the progressive group kept relatively friendly attitude toward the North Korea and independent diplomacy. We often see a physical collision between the left and the right party in the Parliament of Korea, but thanks to the MPPU Korea, this physical collision rapidly decreased. It is also common to see demonstrators of left and right confront each other in downtown Seoul, like this. Likewise, in Korea, the relations between the right and left is not so much cooperative, but hostile, and Seoul is the spot of this collision. However, ideally speaking, the relationship of the conservative and progressive shouldn't be incompatible, but complementary. And the relations of freedom and equality is also same. It is like the relations yin and yang, the two opposite but complementary powers of the universe.
The national flag of Korea, Taegukgi, symbolized these reciprocal relations of yin and yang, two opposite power of the universe. So if we need co-governance in Korea, it is above all the co-governance of the left and right. For the past 15 years, MPPU Korea has made an effort to solve conflict between the two political wings, but so far it is not so successful. In the future, we expect the role of MPPU to reconcile not only the right and left, but also the north and south, and build peace in East Asia. Up to date, the Korean Peninsula, due to its geopolitical location between superpowers, remains the victim of various wars in the history. But from now on, it should be reborn as the hub and the center for the world peace. Throughout its history, so has the Seoul, the capital, has pursued the unity with the nature and unity with the way of heaven. But the unity is forgotten due to secular desire and political conflicts. Now, MPPU should launch its real peace process toward the unity of left and right, and unity of north and south, and the unity of the whole humankind. And this unity should start from the depths of our mind. Tutti siano uno. Thank you very much. Thank you. I don't know how much time we have left now. No, because there was a panel, and we were already late at the beginning. So, but I would like to ask you just a second round in just 30 seconds to react to what you heard from the other panelists. I start first because I have a few reactions. The first reaction is that today we hear a lot of talk about this so-called urbanization of international affairs. And the quotation from Bauman at the beginning was exactly in this direction. So it is at the level of the city that we can witness the most important problem of mankind today. It started from the global inequalities, the climate change, and all these kind of issues that we know very well. And there was a slogan of the early stages of globalization that used to say, act locally, think globally. But listening to you, I think that we have to reverse this slogan, because maybe it's much more useful to think locally and to act globally, because the good ideas are born in the direct interactions to solve the problem of a city in a system of co-governance with the other citizens. The second reaction, listen to you, it comes to my mind a very interesting distinction that was mentioned by a French intellectual, François Jullien, that says that maybe we have to distinguish between the universal, the uniform, and the common. The universal is the global public reason, is the reason of scientific epistemology, Cartesian way of thinking, and it is also the logic of universal human rights. Then we have the uniform. The uniform are the regularities in our everyday life that are basically based on the idea of globalization. So uniformity, similarity, and no distinction whatsoever. But then we have the common. And the common is not just what we share, but the common is the fact that we decide to become together something different. And I think that
from your experience, this concept of the common, the commonality, it's very evident. And finally, I think that from what you said, we can clearly see a difference from the point of view of the political thought, but also from the point of view of somebody that has to deal with everyday problems of a city. There is a difference between looking and seeing. So you look at the city and you understand that there are problems. So there is this rational approach in terms of problem solving of the city. But a different thing is to see, to go beyond the appearance and to try to understand what lies beyond the appearance. And since we are here, and we also heard that basically spiritual persons can bring about the change, I would like to just read a line from what we heard at the beginning, a quotation that is taken from meditation by Chiara Lubich, based on the idea of the resurrection of the city, how a city can be transformed. And she writes, I look at this city as it is. I feel that my ideal is far off. I go through it, but I don't want to look at it. So looking at the city. I look at the world within me. I hold on to what has meaning and value. And I encounter the fire. My humanity merges with the divine. My eyes are no longer dimmed. So, and this is the difference between looking and seeing. So I want you, just following the same order, in 30 seconds to say something that can summarize your way of approaching the mystery of the city, but also reacting to the thoughts and reflections that have been offered by other members of this panel. Starting with you. Thank you. Bueno, mi reacción es positiva porque creo que hubo un denominador común, que fue el tema de la unidad en la diversidad, que todos logramos hablar de eso. Espero que lo hayamos hecho de una manera clara. Y también quisiera agregar, escuchando políticos, urbanistas y viendo imágenes de otras ciudades, una reflexión extra. Y es que no podemos considerar la vida y la política como un mazo de cartas, donde las cartas, cuando no son buenas, cuando no me gustan, las rechazo y dan de nuevo. El verdadero jugador tiene que jugar con las cartas que le tocaron. Entonces, hacer política es hacer política con lo que tenemos. Y lograr la unidad en la política es lograr la unidad con lo que tenemos. Que como diría Aristóteles, no necesariamente es lo bueno, pero elegir lo mejor de aquello. Y me parece que esto de lo local y lo universal es muy lindo y es muy fácil, sobre todo para los académicos, hablar en términos universales. Pero cuando escuchamos a los políticos que tienen que pelear y lidiar con lo local, nos quitamos el sombrero y los felicitamos, porque finalmente lo que cuenta es la cantidad de votos que cada uno podemos juntar para cambiar el mundo. Oui, en quelques mots, je pense que moi j'aime beaucoup travailler l'articulation, et c'est un travail personnel, et c'est un travail collectif, entre la question démocratique et la dimension spirituelle. Qu'est-ce que ça pose comme question? Qu'en est-il de ma responsabilité dans l'espace public?
qu'est-ce que je fais de mon frère demain et aujourd'hui. Et j'aime bien quand on parle de regarder et de voir, j'aime bien Lévinas, quand il dit il faut arrêter de dévisager pour envisager. Et de ce point de vue-là, j'aime bien cette réflexion revisitée d'un philosophe français qui s'appelle Pierre Rosanvallon et qui parle de la société des égaux au sens d'égalité. Et il disait que l'égalité démocratique, ce n'est pas l'égalitarisme, c'est la capacité d'entendre la parole singulière de chaque personne pour essayer d'entrevoir ce qui nous est commun, la communalité, et la capacité de relier le singulier et l'universel, c'est la réciprocité. C'est précisément cet enjeu majeur du dialogue, de l'unité par la diversité. C'est un travail de construction de compromis dynamiques, d'accepter la différence pour construire ensemble. Nous sommes tous semblables et différents. Philippe. Je ressens une invitation à inventer, à vivre un nouvel ABC. Ce nouvel ABC, c'est quelque chose comme plus je m'enracine, moi, Philippe Vaillant, mais chacun de nous, plus chacun s'enracine dans sa spiritualité, quelle qu'elle soit, dans sa spiritualité personnelle, au sens d'Emmanuel Mounier, c'est-à-dire dans sa dimension non pas individuelle, mais d'individuation et collective, point suspension, petit b, plus je peux m'ouvrir à la spiritualité de l'autre, totalement différente, mais en résonance. Et je pense, en vous le disant à mes amis aborigènes, il n'y a rien, ils n'ont pas le terme propriété privée dans leur culture. Vous imaginez? Ça n'existe pas pour eux. Bon. Eh bien, petit c, plus je pourrais me sentir de la même humanité, de la même fraternité. Donc une radicale différence et en même temps une résonance et une radicale co-appartenance à ce monde et du coup à co-gérer ensemble. Voilà ce que je ressens. Yes, last comment. Well, the city is like the human body. It consists of millions of cells. But if these cells are disintegrated, disconnected, it means our body is dead. To make our body living is the unity, to organize ourselves. So, to make our dead city to a living city is the unity or co-governance. Okay, thank you. Thank you very much. So we come at the end of this panel. I'm not sure that if we were capable of revealing the mystery of the city, but at least we know a little bit more how to live together in a constructive way in the city. Please join me in thanking all the panelists. Thank you for your contribution. And let's move to the next panel. Thank you.
So today on photography, we're not going to be featuring any one particular photographer. We're going to be talking about Nairobi. What about Nairobi? Random facts. Nairobi is... What is Nairobi? Nairobi is the only city in the world that has a national park within the city. Like, how cool is that? Although we've been having issues with that and stuff. But still, it's a very cool thing. There are a lot of different things. There's old buildings, new buildings, traffic. Anything else about Nairobi? Oh yeah, it's been raining, so right now you could actually go surfing in the city, like it's flooded and everything. But it's a pretty cool city, so check it out. So these are some of the pictures that we have of Nairobi.